merci Monica pour cette première présentation et je voulais juste rajouter la richesse d'une telle collaboration entre plusieurs disciplines et plusieurs pays, plusieurs nationalités. C'était une expérience très enrichissante, très intéressante. Alors, moi je vais maintenant un peu plus rentrer dans le vif du sujet, des résultats. À quoi est-ce qu'on a pu aboutir après 4 années de discussion, de réflexion, de recueil de données. Comme ça. Alors, ce qu'on a fait, Monica l'a rappelé très justement, on a enquêté dans différents pays, dans différents quartiers considérés comme pauvres. Et ici, donc, ce que je vais pouvoir vous raconter s'appuie sur des données recueillis à la fois auprès d'enfants, mais aussi auprès de leurs parents. Bien sûr, nous avons, ça a été dit, mis l'accent sur le rapport aux activités physiques. Alors, un premier constat qui peut paraître parfois un petit peu contradictoire avec ce qu'on peut entendre dans les discours communs, c'est que on a vu et on s'est entretenu avec des enfants très actifs physiquement. Je le développerai par la suite. On a aussi constaté, ça a déjà été dit ce matin, donc on l'a constaté de manière aussi très forte, qu'il y a des différenciations sociales qui existent et que l'on a retrouvées dans les pratiques et dans les discours. Et je terminerai par expliquer un petit peu quelles peuvent être ces logiques sociales et ces adaptations populaires qui sont à l'œuvre donc, chez les gens que nous avons rencontrés et interviewés. Alors d'abord, oui, on a rencontré des enfants physiquement très actifs. Alors déjà, au quotidien, parce que ces enfants se déplacent beaucoup à pied, souvent pour aller bien sûr à l'école, donc plusieurs trajets par jour. C'est sûr que cette mobilité pourrait apparaître un petit peu comme banale, mais elle constitue finalement une part importante de l'activité physique des enfants. Ensuite, ces enfants sont aussi très actifs par les jeux ou les sports qu'ils peuvent pratiquer de manière libre en dehors du domicile, donc dans leur quartier bien souvent, du vélo, du football, du basketball de rue par exemple. Donc ils sont très actifs à ce niveau-là. Donc quelques extraits d'entretien. Vous voyez, quand j'ai pas tout fait les devoirs, ils me disent d'aller et on n'est pas toujours d'accord parce que je veux faire les devoirs et je suis obligée d'aller dehors. Je vais dehors, je prends l'air. Souvent, moi, dès qu'il fait beau, je sors dehors. Moi, le mercredi, le matin, je fais mes devoirs. Après, je sors dehors avec mes copines. Donc, cette idée de sortir du domicile est très, très présente donc, sur les quartiers dans lesquels on a enquêté. Et souvent, ces enfants ont des activités physiques actives à l'extérieur, donc sous forme de jeu. Ils pratiquent aussi des activités sportives encadrées en club, avec là une prédominance du football dans nos terrains, mais il y a aussi d'autres activités qui sont pratiquées, comme le basketball, la gymnastique, la natation ou la danse. Voilà. Donc ça, c'est de manière générale. Après, si l'on s'intéresse un petit peu plus, si on essaie de repérer quelques différences dans ces généralités, on constate qu'il y a déjà des différences entre pays. On le voit là, par exemple, sur la mobilité entre le domicile et l'école, comment les enfants se rendent à l'école. On voit qu'en France,
Il y a 9 élèves sur 10 qui se rendent à pied à l'école. En Suisse également, plus de la moitié des enfants se rendent à l'école à pied. Et beaucoup d'enfants en Suisse utilisent le vélo ou la trottinette. En Allemagne aussi, une des modalités, c'est de se rendre à l'école à pied. En Italie, par contre, il y a moins d'un tiers des enfants qui se rendent à l'école à pied et plus de la moitié qui vient en voiture ou en transport en commun. Donc il y a une moindre mobilité au quotidien. On verra par la suite qu'il y a sans doute une explication à ce niveau-là. Autre différence, par exemple, entre pays, c'est qu'en Suisse, on constate qu'il y a davantage d'enfants qui pratiquent une activité sportive encadrée en club, par rapport aux autres terrains sur lesquels nous avons enquêté. Donc des différences entre pays, toujours au niveau de l'activité physique, des différences aussi entre filles et garçons. Voilà, rien de bien nouveau peut-être, mais en France, de manière très forte, ce sont les garçons qui pratiquent des activités sportives en club. Donc plus de la moitié des garçons que nous avons enquêtés pratiquent une activité sportive en club, contre seulement un quart des filles du même âge. En Allemagne, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Filles et garçons pratiquent de manière équivalente dans des clubs sportifs. Et comme je viens de le dire, en Suisse aussi, il y a plus d'enfants qui le pratiquent et il n'y a pas forcément de différence d'engagement entre filles et garçons. Par contre, bien sûr, les activités ne sont pas les mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure, le football, bien sûr, essentiellement pour les garçons, et les filles vont plutôt s'orienter vers des activités comme la gymnastique, la danse ou la natation. Il y a aussi des différences entre familles, puisqu'on a enquêté, on a eu cette opportunité d'enquêter auprès des enfants et des parents de ces enfants, ce qui permet un petit peu d'avoir le contexte familial et de se rendre compte que oui, il y a des familles où l'activité physique va être plus présente que dans d'autres familles. Par exemple, dans les loisirs, alors c'est pas forcément des activités sportives, au sens encadré, etc., mais plutôt des activités de loisirs, comme aller à la piscine, aller faire du vélo, etc. Et donc, dans les différents pays, on constate qu'il y a des familles qui vont plus ou moins privilégier ce type de loisirs pendant leur temps libre. Alors, il faut comprendre que les populations que nous avons enquêtées sont des populations donc considérées comme pauvres dans les pays où nous avons enquêté, et que, bien entendu, il y a un certain nombre d'éléments sociaux, de différenciation sociale à prendre en compte, et qui ont un impact sur la pratique d'activité physique. Alors déjà, les contextes environnementaux, tout simplement, si je puis dire, déjà, et Monica l'a soulevé tout à l'heure en vous montrant quelques photos, l'influence de la structure du quartier sur les pratiques. Alors, l'exemple ici est assez parlant en France pour le quartier de Haute-Pierre, qui a une forme un petit peu particulière sous forme de maille. Et on s'est rendu compte lors de l'enquête que nous, en tant que chercheurs, dans notre conception du quartier, pour nous, le quartier, c'était Haute-Pierre, donc c'est-à-dire l'ensemble de ces mailles, donc tout le quartier. Pour les habitants que nous avons interrogés, le quartier, c'est la maille. Donc, et ils ont un fonctionnement, effectivement, dans la maille. Les enfants ne quittent pas la maille, font du vélo à l'intérieur de la maille, etc. Donc, voilà, il a aussi fallu comprendre ce genre de choses qui, voilà, ne nous apparaissaient pas évidents à première vue. Et Haute-Pierre est je le dirai tout à l'heure, mais un endroit où il y a beaucoup d'équipements sportifs, vous le voyez un petit peu sur la gauche, sauf que il y a quand même une distance et que ce fonctionnement par maille ne permet pas forcément aux enfants d'aller
d'aller pratiquer ou faire des activités pourtant pas très loin de leur domicile. Là, vous voyez sur une vue aérienne à quoi correspond enfin, voilà, la maille dans laquelle nous avons enquêté. Alors ensuite, on a donc l'influence de la structure, l'influence aussi des équipements sportifs. Alors c'est vrai que en France et dans le quartier de Haute-Pierre, vous l'avez vu sur les images, c'est sans doute un des quartiers de Strasbourg qui dispose vraiment d'un nombre important d'équipements sportifs. Ça a un impact tout de même, c'est-à-dire que même si les enfants ont du mal effectivement à quitter leur maille, l'accès proche de la piscine, par exemple, et très souvent les enfants nous disent aller à la piscine, et quand on leur demande quelle piscine, c'est bien la piscine de leur quartier, la piscine de Haute-Pierre. Donc il y a un impact réel de la proximité des équipements, en tout cas pour ce qui est ici de la piscine. Influence aussi des conditions éco-environnementales. Alors là, bien sûr, Monica en a déjà touché un mot. C'est vrai que c'est un exemple qui est vraiment ressorti de manière très forte. C'est ces conditions de vie dans le quartier qui a été enquêté à Naples et qui est donc fortement pollué. L'environnement est très toxique. Et avec voilà des recherches qui ont déjà montré qu'il y a des taux plus élevés de cancer chez les enfants habitants, résidents dans ces zones-là. Et donc il y a un impact direct. Et comme l'a dit Monica, les parents de ces enfants cherchent à les protéger et donc à les exposer le moins possible à l'air ambiant et donc plutôt à les confiner à l'intérieur du domicile ou même à l'intérieur de l'école, comme tu l'as dit. Mais il y a aussi les conditions socio-environnementales qui interviennent, donc pas seulement la qualité de l'air, mais aussi la qualité de vie dans le quartier. Et là, très clairement aussi, en tout cas pour la France, le quartier d'habitation est décrit de manière très négative par les parents. Alors là aussi, une petite surprise peut-être au cours de la recherche, c'est que les enfants n'ont à aucun moment exprimé d'avis négatifs ou de sentiments négatifs vis-à-vis de leur quartier d'habitation. Par contre, quasiment tous les parents enquêtés ont une vision très négative de leur lieu de vie. Donc je vous laisse lire les extraits. Une vision très négative, même lorsqu'ils sont, par exemple, propriétaires de leur logement dans le quartier et installés depuis parfois très longtemps. Donc il y a cette volonté souvent de sortir leurs enfants du quartier et de les emmener dans des parcs situés dans des quartiers plus favorisés de la ville de Strasbourg. Dans d'autres pays comme en Suisse, parfois les avis divergent, c'est pas aussi marqué qu'en France. Certains parents vont avoir des avis plutôt positifs sur le quartier et d'autres des avis plutôt négatifs. Mais en France, en tout cas, c'est vraiment marqué de manière très forte. Toujours dans ces différenciations sociales à questionner et qu'on a pu mettre en évidence, on s'est aussi rendu compte qu'il y a des goûts et des activités genrées. Donc j'ai déjà un petit peu évoqué cette question-là. Donc des activités sportives différenciées entre filles et garçons, des modalités de pratique différenciées entre filles et garçons, avec des garçons, notamment en France, qui pratiquent plus souvent en club.
Et aussi des pratiques de loisirs au sens plus large, différenciées, avec des filles qui plus souvent vont avoir des activités, des loisirs au domicile, hein, comme la couture, la cuisine, le bricolage, alors que les garçons vont avoir plus l'occasion de sortir, de faire des activités à l'extérieur du domicile. Parfois, les filles ont interdiction de sortir dans leur quartier, ce qui est beaucoup plus rarement le cas chez les garçons. Alors, sur ces différences qu'on a pu relever, qu'est-ce que l'on peut dire? Déjà que les logiques sociales que j'ai pu retracer sont déjà bien documentées dans la littérature scientifique. Les discours des enfants et des parents viennent confirmer finalement les travaux sur les milieux populaires, notamment sur l'existence de dispositions de ces personnes en rapport donc avec leur pratique des loisirs et du sport, notamment le fait de jouer dehors, je vous l'ai dit, les jeux libres, donc non encadrés, les différences entre filles et garçons au niveau des activités qui sont pratiquées et proposées. Ensuite, aussi des choses qui ont déjà été montrées, il y a des adaptations par rapport aux injonctions normatives de ces programmes dont a pu parler Monica, ces programmes nationaux. Les individus au quotidien adaptent leurs pratiques, trouvent des compromis par rapport à ces modèles légitimes qui sont diffusés et auxquels ils n'adhèrent pas forcément d'un point de vue en tout cas de leur pratique. Alors pourquoi? Peut-être, voilà, un petit exemple. On a constaté que en tout cas en France, c'est très clair, les enfants et les parents connaissent très bien les injonctions normatives, ils sont capables de répéter tous les slogans diffusés dans le cadre du programme PNNS sur l'alimentation, l'activité physique, donc manger, bouger, ils ont très très bien assimilé en tout cas le message, ils le répètent sans problème. Bon, ils ne le mettent pas forcément toujours exactement en œuvre. Et voilà, ils essaient de trouver des adaptations, que ce soit, bon là, les exemples sont plutôt sur l'alimentation. Mais voilà, on pourrait trouver aussi d'autres exemples sur l'activité physique. Alors, ces adaptations face à ces injonctions normatives des programmes nationaux, il faut les comprendre par rapport à deux aspects, à la fois aux ressources des personnes, mais aussi aux contraintes dans lesquelles elles vivent, et les contraintes qui pèsent sur elles. On voit, et vous l'avez compris, les conditions sociales et environnementales pèsent beaucoup sur les pratiques des personnes que nous avons interviewées. Ces conditions peuvent parfois favoriser les pratiques, je vous l'ai dit, pour la proximité de la piscine, mais parfois aussi empêcher ou freiner d'autres types de pratiques, comme l'insécurité ressentie par les parents dans certains quartiers. Voilà, par exemple, un extrait sur le caractère non sécurisé du quartier, ou la vision très négative que peuvent avoir certains parents, et qui n'incitent pas à autoriser leurs enfants à s'amuser à proximité de leur lieu d'habitation.
Donc contraintes liées aux conditions donc, sociales et environnementales de vie, mais aussi des ressources et des contraintes individuelles, bien sûr, pour sortir, pour permettre à ces enfants de sortir du quartier, il faut aussi les véhiculer, les emmener à l'extérieur, dans d'autres parcs. Donc c'est aussi des ressources individuelles là, qui sont à l'œuvre, et parfois, à l'inverse, des contraintes de santé, notamment pour certains parents interviewés qui ont dû mettre fin à leur activité, par exemple à leur propre activité sportive du fait de problèmes de santé, ou des contraintes aussi d'ordre plus culturel, avec notamment la question de la pratique mixte, de la pratique physique mixte. Donc certaines mères ont insisté sur le fait qu'elles souhaitaient pratiquer, mais qu'elles ne peuvent pas pratiquer avec des hommes, donc uniquement si il leur est possible de pratiquer qu'entre femmes. Donc voilà, il y a des contraintes qui aussi s'exprimaient de cette manière-là et qui empêchent, en tout cas pour un certain nombre de personnes que nous avons enquêtées, qui les empêchent de pratiquer tel ou tel type ou telle forme d'activité physique, notamment pour la piscine, là, pour le cas que j'évoque. Mais on a aussi constaté que ces personnes disposent de ressources collectives qui peuvent être liées à leur réseau de relations au sein du quartier, mais aussi à leur relations familiales, voire parfois à leurs compétences scolaires, acquises parfois par l'intermédiaire de leurs propres enfants. Et parfois, c'est à plusieurs que l'activité physique peut s'effectuer. On le voit bien dans cet exemple d'une mère donc en France qui ne sort pas seule, donc ne va pas faire d'activité toute seule. Donc lorsqu'elle sort, c'est soit accompagnée de ses enfants, soit accompagnée d'autres connaissances pour effectivement marcher par exemple et avoir une activité physique. Donc on voit que voilà, il peut aussi y avoir des ressources collectives qui sont mobilisées et qui permettent finalement de développer une activité physique. Alors en conclusion de ces aspects-là, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les personnes enquêtées mobilisent différentes formes de ressources, individuelles, mais aussi collectives, qu'elles effectuent au quotidien des ajustements entre ces ressources, mais aussi ces contraintes, puisqu'on a quand même enquêté dans des milieux défavorisés. Et il faut bien comprendre qu'il y a une dynamique évolutive entre ces ressources et ces contraintes qui s'effectuent au cours du temps. Et on voit bien que parfois les enfants peuvent amener aussi à des changements et apportent par exemple des connaissances de par l'école. Donc voilà, c'est des allers-retours, c'est des ajustements entre des ressources, des contraintes, mais en situation, vous l'avez vu, il y a un certain nombre de conditions sociales et de dispositions aussi, bien sûr, de ces personnes qui interviennent pour comprendre comment s'effectue cela au quotidien. Voilà pour ma partie des résultats. Bien, merci.